Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page, et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Pourquoi fêlés ? Parce que les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Je rappelle que nous sommes dans la saison 2 de Happy Podcast en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Cette seconde série est consacrée à Séverine Évrard. Eh bien, nous retrouvons Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Valérie. Alors, la dernière fois, nous avons reparlé de ton défi qui, je le rappelle, consiste à oser demander et recevoir de l'aide. Ce qui nous a amené à échanger sur un petit peu l'entrepreneuriat, son évolution, ta perception, mais surtout effectivement le mode collaboratif, et on a bien échangé sur tes équipes et ton process et ta façon de mettre l'humain au centre. Donc je te propose de repartir de là et d'explorer encore un petit peu plus la notion de collaboration. Parce que je me demande si derrière le fait de ne pas oser demander et recevoir de l'aide, il n'y aurait pas quelques mésaventures de collaboration infructueuses. Parce qu'effectivement, c'est quand même sur notre chemin, je crois. Qu'en penses-tu ? Écoute, oui, la vie est faite d'expériences et d'expériences multiples. Dans mon chemin, ce que j'ai pu rencontrer, effectivement, c'est une collaboration qui a été à la fois très enseignante et aussi très difficile. Nous avions commencé un projet commun qui, en fait, d'emblée, avait été marqué par des difficultés à trouver le lieu, difficultés par rapport à l'achat, difficultés à tout niveau. Manque de fluidité. Un manque de fluidité total. En l'occurrence, il était total. Mais voilà, j'ai dans ma personnalité la détermination, la persévérance, la confiance dans le fait que je peux faire. J'en connais une autre. Et donc, j'ai effectivement fait pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, il y a eu un événement très marquant qui, en fait, sonnait un signal d'alarme. Et donc, j'ai levé le nez qui était dans le guidon pour faire absolument fonctionner cette collaboration. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas continuer comme je l'avais fait jusqu'à présent. Et j'ai alors choisi, avec la personne en question, de recourir d'une part à un coaching pour voir quelle était notre volonté finalement de continuer ou d'arrêter. Un tiers qui viennent faire un peu de médiation. Alors ici, c'était vraiment clarifier l'intention d'abord. Et une fois que cette intention était clarifiée, à savoir une séparation, nous avons été en médiation pour pouvoir orchestrer cette séparation, ce qui m'a permis, et c'était très enseignant, moi qui suis médiatrice, d'avoir la place du médié ou du médian. Et donc d'éprouver ce processus de médiation à cette place-là, et aussi d'en faire l'expérience de ses atouts et de ses limites. Et puis, pour répondre à ta question, quand je me suis retournée sur le chemin effectué, je dois bien dire que d'emblée, en fait, j'avais reçu les signes qui m'indiquaient que
Voilà, c'était peut-être pas le chemin à prendre, mais j'ai choisi ce chemin et au bout du chemin, de par notamment le fait d'avoir pu expérimenter ce processus de médiation, c'était tout à fait intéressant et fondateur, enrichissant pour mon expertise et mon expérience à moi. Donc c'était un chemin éprouvant, mais qui en fait avait du sens et qui avait ses apports et son cadeau. Eh bien oui, le cadeau caché, puisque tout est toujours juste. Et finalement, ces situations que l'on vit, et tu n'es évidemment pas la seule, sont simplement des expériences de confrontation à nous-mêmes, en fait. Et si on doit vivre une relation en miroir qui amène des conflits, ou en tout cas qui n'est pas fluide comme tu le dis, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre sur nous avant tout, au lieu de juger l'autre, ce qui est en général le premier réflexe. Absolument, et c'est en ça que on touche cette notion de responsable, c'est-à-dire face à une situation confrontante, quelle est la réponse que moi je suis capable de donner pour traverser et sortir de cette situation difficile. Et ça n'est effectivement pas en blâmant l'autre et en étant dans une situation de victime que l'on peut grandir dans le conflit. Et c'est aussi pour ça que donner à un conflit une solution uniquement juridique ne permet pas d'avoir une réponse et une solution totale, parce que ce n'est pas uniquement la solution juridique qui compte, mais tout le chemin que l'on accomplit pas à pas pour pouvoir sortir du conflit. Et ce chemin-là est le chemin de la responsabilité. Intéressant. Je n'avais encore jamais entendu le response-able, mais tu as raison, c'est vraiment la capacité à répondre. Et elle nous incombe. Nous sommes responsables de notre chemin, nous sommes responsables du regard que nous portons sur la situation, nous sommes responsables du regard que nous accordons aux émotions. Parce qu'en général, lorsque les choses commencent un petit peu à s'envenimer, ça commence souvent par quelque chose que l'on ressent. Et comme tu viens de le dire, quand tu as fait le chemin et que tu regardes depuis le début, tu te dis, bon, il y avait un signe, un second, un troisième, mais bon, je ne veux pas le voir, je continue, même si il y a des ingrédients qui sont beaucoup plus émotionnels que mentalisés finalement. Et notre GPS, notre boussole intérieure, elle a beau nous dire attention, le chemin n'est pas par ici, mais de l'autre côté, il y a ce fameux mental qui lui a été entraîné à dépasser, à surpasser, à s'adapter. Et puis je pense que ce chemin-là, quand on est multipotentiel, il est encore plus ardu, parce que cette suradaptation vient de cette surcapacité initiale, tu crois pas ? Il y a dans cette multidimensionnalité que tu évoques une multi-activité à la fois émotionnelle, à la fois mentale, en résonance avec ce qui se passe dans notre environnement, avec des situations que l'on est amené à vivre. Et donc, on est en fait bombardé de tas d'informations, à la fois intellectuelles, émotionnelles, et ça n'est pas toujours simple, en fait, de gérer cette densité-là et cette intensité-là d'informations. D'où, effectivement, le besoin et la difficulté de s'occuper de ces deux sphères-là et d'être capable d'inclure les émotions plutôt que de les refouler, de les nier et de ne pas vouloir les sentir parce qu'en fait c'est trop fort.
et par ailleurs également de pouvoir calmer le mental pour que le mental puisse cheminer avec l'émotionnel et qu'ensemble, ces deux éléments puissent aider le cavalier à monter et diriger adéquatement sa monture, parce qu'il y a un élan premier qui est celui du galop permanent. Ça, c'est sûr. C'est une belle image. C'est une belle image. Et effectivement, l'hippodrome est plein en plus. Donc, il y a plein de gens qui te regardent. Il y a aussi le regard des autres qui vient appuyer sur cette course. Une course au temps, une course à tout ce qui se passe autour de nous. Alors que c'est dans l'intériorité, évidemment, et dans le calme que l'on va pouvoir renouer et avoir accès à une forme de vérité intérieure qui est le véritable GPS. Oui, et c'est aussi pour ça qu'il est tellement important d'accepter et de vivre l'inspire, l'expire, le jour, la nuit, l'action, le repos. Cette dualité est souvent très marquée et j'ai envie de dire de manière un petit peu séparée et disharmonieuse, alors que l'apprentissage est de pouvoir harmoniser ce double mouvement. Mais ça, c'est évidemment tout un travail, tout un chemin. Plus tôt on est capable de le faire, et mieux on peut développer son potentiel de manière harmonieuse. Bien sûr, et j'en profite pour rappeler que le bonheur rentable s'appuie sur le potentiel, en tout cas moi ce que j'appelle plutôt le capital identitaire, humanitaire, et le profit monétaire qui en découle finalement. Donc pour pouvoir exploiter et rentabiliser notre capital, eh bien, il y a un chemin de découverte, de connexion à soi, qui est la première étape bien sûr de ce capital identitaire qui se construit pas à pas très très tôt évidemment dans nos étapes de socialisation. Et lorsque l'on est multipotentiel, on est effectivement souvent encore plus emprisonné. Et ça, c'était toutes nos discussions de la première table ronde défilée sur ces stratégies d'adaptation et tout ce qui a dans le chemin de chacun été un rôle de révélateur permettant un premier pas vers la prise de conscience pour déjà comprendre que c'est un chemin. Oui, et ce chemin commence effectivement de l'intérieur. Un élan va toujours venir de l'intérieur. Notre action, elle se met en mouvement au départ de nos émotions. Et l'émotion, elle naît d'une pensée, d'un stimulus extérieur. Donc il y a une cohérence en fait dans notre système de fonctionnement et dans ce qui m'est très cher, c'est cet alignement de la pensée, de la parole et de l'action. Bien sûr, et ça on va en reparler ultérieurement dans évidemment l'avocat aligné dont tu parles. Est-ce qu'on peut te demander ce que toi tu as mis justement comme ressource en place pour gérer ces émotions? Est-ce qu'elles continuent à te submerger et que fais-tu pour pouvoir dépasser ces vagues? Après avoir complètement bloqué mes émotions pendant des années, aujourd'hui, et depuis un certain temps, voilà, j'ose les ressentir et les vivre, et il est effectivement indispensable de les juguler. Et la manière de les juguler, les ressources que moi j'utilise sont en fait plurielles. Il y a la respiration, il y a la méditation qui pour moi fait partie de mon hygiène quotidienne. Il y a également le contact avec la nature, indispensable d'aller pouvoir se mettre en symbiose justement avec ce mouvement, cette respiration et cette simplicité, cette dualité aussi.
Il y a la visualisation, il y a la natation. En fait, c'est une recherche d'équilibre permanent de 4 éléments qui sont la terre, l'eau, le feu et l'air. Et pour ça, je m'aide de différents outils qui sont ceux-là. Voilà, et que tu ressens justement comme étant le plus juste dans la situation donnée lorsqu'il y a un pic, j'imagine, et sinon d'une façon un peu quotidienne ou en tout cas régulière pour pouvoir entretenir cet espace de connexion. C'est bien ça. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Oui. J'ai un petit peu la même approche. Et on est toujours évidemment en ouverture pour découvrir d'autres ressources, puisque chacun a fait son chemin. Moi, personnellement, j'ai expérimenté des tas de ressources, et avec plus ou moins de bonheur, bien sûr. Et après, c'est à chacun de faire sa synthèse, sa sélection, de savoir ce qui fonctionne sur lui-même. Et parfois, ça peut être dans le mouvement. Moi, je sais que je fais beaucoup de danse, de comédie musicale. J'adore le mouvement. Et tu faisais un petit dessin avec ton doigt tout à l'heure, je le dis à nos auditeurs. J'ai reconnu l'infini dans la dualité, le chemin d'un côté à l'autre. Bien, ce mouvement, effectivement, peut s'exprimer aussi directement avec le corps. Et c'est aussi, évidemment, libératoire. Donc, à chacun, évidemment, sa ressource. Et je dirais même à chacun son compte épargne émotionnel. On a souvent un capital, justement, monétaire, un compte épargne émotionnel aussi. Et ça fonctionne de la même façon. Il y a du débit, il y a du crédit. Donc, c'est à nous de trouver l'équilibre et de ne pas faire faillite. Certainement. Et tu parles de danse. Là, je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur le fait que la danse est vraiment mon refuge. Ça, depuis toujours, depuis toute petite, c'est mon espace de réconfort. Et ça passe effectivement par le corps, par le mouvement et par le fait de pouvoir aller danser ses émotions, de pouvoir aller danser ses pensées, de pouvoir exprimer dans le corps et dans le mouvement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et d'être créatif et ouvert dans cet espace-là, parce qu'en fait, le corps a des millions de mouvements à nous proposer et vers lesquels nous diriger. Et donc ça, effectivement, c'est un kiff total. Alors, nous sommes 2. Je te propose d'aller danser bientôt ensemble. Et merveilleux. Moi, la danse, il y a des tas de choses à dire. D'ailleurs, je crois que j'avais enregistré une chronique là-dessus à la radio. Eh bien, Séverine, je te propose de clôturer ce 2e épisode et de revenir nous voir prochainement pour un nouvel échange. À bientôt. À bientôt, Séverine. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées.